Bienvenue à tous et à toutes dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Christophe Parot, directeur des opérations chez AGV. Bienvenue Christophe. Merci Sarah de l'invitation. Bonjour à tous. Avec plaisir. Je vais lire ta bio pour qu'on en sache un tout petit peu plus sur toi, qui tu es, avant de rentrer dans le podcast. Donc tu es né, je le dis. Tu peux le dire. Ok. Tu es né en 1970 dans un quartier populaire où rigueur, travail, respect et courage étaient les valeurs fondatrices de ta famille. Dès ton plus jeune âge, tu as développé une passion pour la cuisine que tu as transformée de passe-temps, c'est devenu une activité professionnelle. Et puis après des expériences en restauration gastronomique, en hôtellerie de luxe, tu as évolué vers des rôles de direction au sein du groupe Louvre Hôtel. Avec ton épouse, à tes côtés, tu as dirigé des hôtels de 45 à 300 chambres avant de choisir d'arrêter l'aventure en couple pour mieux le préserver. Visiblement, ça a réussi puisque cette année, tu célèbres avec elle tes 35 ans de vie commune, l'une de tes plus grandes fiertés. Bravo pour ça. Ton parcours, du coup, t'a ensuite mené vers le groupe Sodexo, où tu as pris des responsabilités régionales, puis gestion de grands comptes clients. En 2014, tu rejoins le groupe Clariane, ex-Corian, où tu as supervisé l'hôtellerie et la restauration des EHPAD et des cliniques pendant 6 ans. Et puis bon, l'opérationnel te manque, tu as un goût de reviens-y. Tu prends la direction de l'activité résidence-service et depuis 2024, les colocations AGV pour animer les équipes de gestion des maisons et du commercial opérationnel. Et tu intègres ta philosophie de vie dans ton travail. Finalement, être bien dans ton travail pour être bien dans ta vie et vice-versa. Exactement. Et professionnellement, tu es reconnu pour ta bonne humeur. Je te vois beaucoup sourire déjà, donc ça ne m'étonne pas. Et ton engagement à donner du sens à tes décisions. Puis tu guides à la fois tes équipes, évidemment, vers l'atteinte d'objectifs, mais tout en respectant tes valeurs. Et côté personnel, tu trouves ta force dans la solidité et la complicité de ta famille. Passionné de sport, d'endurance, tu relèves régulièrement des défis, allant de l'ascension du Mont Blanc aux 20 000 mètres de dénivelé d'une course à travers la France, en passant par la chaleur du Marathon des Sables et par les pavés du Paris-Roubaix à vélo. Pour toi, la vie, c'est une aventure où l'audace, le travail et l'attachement aux autres t'ont conduit des cuisines d'une petite auberge de campagne à la direction opérationnelle de résidence pour seniors à travers la France. C'est bien ça? J'ai rien à dire, c'est parfait. Génial. Merci. Ça nous donne déjà un bon aperçu, en tout cas, à mon avis, un fil conducteur de ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Comment on se connaît? Donc, j'aime bien mettre les auditeurs un peu dans la confidence. On ne se connaissait pas. C'est le point. Et en fait, c'est Patrick Arnoux qui est venu dans Résonance, qui a souhaité t'entendre dans un épisode et il est exaucé. Merci à lui de t'avoir proposé, merci à toi d'avoir accepté et je pense qu'on se retrouve là aujourd'hui ensemble. On a un rituel dans Résonance, c'est que tu pioches une question mystère et que tu me la tendes pour que je te la pose. Allez, si t'es un rituel, je m'y colle. Tiens. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Ah, t'as répondu à ma place. Mais je peux bien évidemment confirmer ce que tu as dit. Dans le désordre, il n'y a pas d'ordre prioritaire pour moi. À titre personnel, tu as dit, tu as le courage, le respect. C'est pas une valeur, mais l'amour des miens, c'est ce qui conduit ma vie, effectivement. Et puis, professionnellement, la transparence, parce que c'est important, la franchise, l'honnêteté. Et on en reparlera plus tard, mais tout ce qui est le courage autour de son poste, c'est pour moi hyper important pour donner du sens à l'action au quotidien, à mes collaborateurs et à mon entreprise. Voilà. Mais je pense que ça complète un petit peu ce que tu as dit. Mais c'est ça. Ok. Pour toi, ta définition de l'expérience collaborateur, en tant que toi, collaborateur aussi. Ben voilà, c'est moi en tant que collaborateur et moi en tant que manager, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe au quotidien à piloter. Donc, moi en tant que collaborateur, on est collaborateur de quelqu'un, quel que soit notre poste. Donc, oui, je suis collaborateur. Donc, je vis une expérience et je l'ai vécue depuis le début de ma maintenant presque longue carrière. Et puis, c'est l'expérience collaborateur que j'offre à mes collaborateurs, à mon équipe, et celle que je veux leur offrir, donc que je veux être. Donc pour moi, c'est vraiment les deux pendant l'expérience collaborateur. Pour moi, elle est double. Ok. Et
Qu'est-ce que tu mets un peu dans cette expérience collaborateur? Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient pour toi? Alors, en tant que manager, les valeurs on a parlé et l'évolution qu'elle a eue, parce que j'ai eu la chance de diriger des équipes, j'étais jeune, mais dans une époque où on ne dirigeait pas les équipes et on ne manageait pas les équipes, on n'accompagnait pas les équipes comme aujourd'hui. Il y a toute eu cette évolution. Donc, ce que j'y mets dedans, c'est comment eux vont vivre leur expérience au quotidien. Quelle est moi l'influence que j'ai pour leur faire vivre leur expérience au quotidien le mieux possible, tout en gardant bien sûr le cadre fixé par les objectifs, l'entreprise, etc. Donc ça, c'est moi en tant que manager. Et puis en tant que collaborateur, comment je vis au quotidien, et là aussi, ça a changé, et comment je ressens mon quotidien, comment je me lève le matin, et qu'est-ce qui fait que je vais me lever, au-delà de l'objectif que me fixe l'entreprise, mais comment je vais ressentir ça. Ouais. Donc c'est mes collègues, c'est bien sûr mes équipes, mais c'est aussi ma hiérarchie, et je suis aujourd'hui dans un groupe, moi j'ai eu la chance de faire 3 grands groupes, mais aussi ce que le groupe va influencer de mon quotidien. Donc voilà, c'est ce que j'y mets, c'est des valeurs pour mes équipes, et je pense qu'on en reparlera, et ce que me met le groupe. J'essaye que ça soit les mêmes, et c'est ça, je me retrouve. Okay. Et pour l'instant, c'est le cas. Ok, donc j'entends quelque chose autour quand même d'une connexion. Tu dis ce que je ressens, donc une connexion finalement un peu plus émotionnelle aussi. L'expérience collaborateur, pour toi, c'est aussi quelque chose, une connexion de ce que tu vis, de ce que tu ressens dans ce qu'on te propose de vivre dans l'entreprise. En quelques mots, parce que voilà, tout le monde ne connaît pas, qu'est-ce que fait ton entreprise, un peu sa taille, ton rôle, directeur des opérations, c'est pas forcément clair pour les auditeurs. Si tu peux nous dire un peu rapidement, qu'est-ce qu'il y a un peu derrière tout ça? AGV, c'est une société byzantine qui a 15 ans, qui a été créée par 3 fondateurs. C'est la construction et l'exploitation de maisons partagées, de colocation pour seniors. Donc c'est des maisons qui sont plutôt implantées dans le monde rural. C'est des maisons de 8 studios avec un espace commun qui accueille des seniors et avec un accompagnement au quotidien, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que c'est intégré dans la colocation. On a des auxiliaires de vie qui accompagnent les seniors en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs demandes, leurs envies, du lever au lever le lendemain matin, puisqu'il y a aussi une permanence la nuit, pour la vie d'un senior, du quotidien. Et donc, on est situé plutôt dans le monde rural. Aujourd'hui, on est situé dans plus de 170 communes. Ça, après, le AGV, c'est 1900 collaborateurs environ. Et directeur des opérations, c'est faire en sorte que les maisons soient le mieux possible. Donc, quand je dis le mieux, ça veut dire plein de choses, mais on y mange le mieux possible, que ça soit propre, ça soit bon, qu'il y ait de l'animation, qu'il y ait un accompagnement de qualité pour les seniors. Et puis, j'ai aussi, deuxième volet, c'est de les remplir les maisons, parce que une maison, on est dans le monde de l'entreprise. Bien sûr, il y a un investissement, et cet investissement, il faut le rendre rentable. Et donc, c'est d'accueillir les familles, mais pas n'importe comment. C'est vraiment de les accueillir dans un cadre qui est défini et le mieux possible. Il n'y a pas de fausses promesses. Et puis après, c'est vrai, dans le monde des seniors, c'est un monde, alors on parlait d'émotion tout à l'heure, 100% émotionnel. Il y a absolument presque rien d'objectif, puisque quand on met ses parents dans une maison, je dis mais on accompagne ses parents dans une maison, on parle de ses parents. Donc, on n'est pas objectif. Donc, il y a aussi cette dimension qu'il faut toujours avoir en tête. C'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup avec les équipes, c'est de prendre cette hauteur nécessaire, parce que quand on parle de ses parents, on veut toujours le meilleur. Et parfois, on n'est pas très objectif. Mais ça, c'est complètement humain. Donc, c'est aussi dans notre mission. C'est pas écrit, ça. C'est juste... Voilà, c'est un petit fil conducteur qui nous anime tous, mais c'est toujours de prendre la bonne hauteur, parce que, voilà, c'est affectif. Et puis, on est vraiment une alternative entre le domicile et l'EHPAD. C'est le domicile, ils signent un bail de location, nos seniors, mais c'est un domicile partagé, ce qui permet d'avoir un lien et d'avoir de la vie. On se croise au petit déjeuner, au déjeuner toute la journée. Et pour certains seniors, malheureusement, le seul lien qu'ils avaient avec la vie extérieure, c'est BFM. Là, aujourd'hui, ils ont des auxiliaires de vie, ils ont des voisins, et puis ils ont les familles qui viennent, ils partagent des moments. Voilà. Donc, c'est une dimension aussi humaine pour accompagner les années qui passent. C'est un chouette, en tout cas, je trouve que c'est un chouette projet. Et puis ça répond, enfin, j'ai pas les statistiques, peut-être que toi, tu les connais même, mais j'avais vu passer des statistiques, effectivement, sur les gens qui voulaient vraiment, leur souhait, c'était de rester chez eux
jusqu'au bout, et que parfois c'est pas forcément facile. Et je trouve que là, ça donne un côté un peu collectif, à taille humaine. C'est exactement ça. Où je pense qu'à 8, on se connaît quand même mieux, on apprend plus facilement à se connaître que dans un grand établissement et tout ça. Donc je trouve que humainement, en tout cas, c'est un chouette projet. J'y penserai pour quand ce sera mon tour. Ou mes enfants y penseront pour moi. C'est ça. Je leur donnerai ton contact. Tu m'as dit, et tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, la manière dont on accompagnait les équipes et ce qu'on vivait en tant que collaborateur. Donc, toi, tu m'as dit, voilà, moi, j'ai commencé ma carrière à une époque où les attentes pro, perso étaient peut-être un peu, quand j'ai commencé ma carrière, peut-être un peu différentes. Est-ce que tu peux préciser finalement, c'est quoi l'évolution pour toi justement de l'expérience collaborateur entre tes débuts et maintenant? Ça se caractérise, ça se manifeste comment pour toi? Je vais partir d'un exemple assez parlant. Je pense que alors c'était pas mieux avant ou mieux maintenant. C'est différent. Ça, pour moi, c'est vraiment important. J'ai commencé à travailler effectivement dans les années 90 dans un métier qui était la restauration. Donc un métier assez prenant, on va dire, et qui a ses codes. Et d'autant plus dans ces années-là. Moi, j'arrive mon premier jour à l'hôtel Intercontinental, je me souviens. Je suis reçu. Mon parcours d'intégration, c'est que tu passes à la blanchisserie, tu prends ta tenue, les vestiaires, ils sont là, tu vas t'habiller, tu viens en cuisine. D'accord. C'était mon parcours d'intégration. J'arrive en cuisine et le chef me dit, assieds-toi le petit nouveau, bah, tu te mets là, tu as 3 caisses d'artichaut et tu vas tourner les fonds d'artichaut. Je ne vais pas rentrer dans la technique aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est tourner un fond d'artichaut? On parlait de Patrick tout à l'heure, qui vient du même, il peut en parler aussi. Donc c'est un geste qui n'est pas hyper compliqué, qui est un peu technique. Et ton artichaut que tu vas en sortir que le fond avec un couteau qui doit être bien aiguisé, enfin bref. Et donc il y a ces 3 caisses qui sont devant moi, je vais tourner mes artichauts. Et au bout de quelques temps, le chef revient et je lui montre. Bon, et la seule chose qu'il me dit, ça va, tu sais tenir un couteau. Et il me dit, bah maintenant, on va en faire une purée. J'avais passé peut-être 2 heures sur cette technique pour en faire une purée, alors que j'aurais pu faire autrement. Voilà la première demi-journée. Et en fait, à cette époque-là, c'était, on te donne un ordre, et surtout en cuisine, tu répondais, oui, chef. Tu faisais, et tu attendais qu'on te regarde. Et qu'on te contrôle, et si t'es pas bien, on te le disait, on te faisait savoir dans des façons qu'aujourd'hui, ça ne pourrait même plus passer. C'était comme ça. Et puis, si je prends maintenant 2024, eh ben, on parlait de parcours d'intégration. Donc, et aujourd'hui, dans mon rôle de manager, déjà, je pense au parcours d'intégration, qui ne va pas être une demi-journée, mais qui va être plusieurs jours. On va donner du sens. On va parler qualité de vie au travail. Et ça commence même avant, lors de l'entretien. Moi, je me souviens de mes premiers entretiens. Tu es reçu, tu passes un interrogatoire, et à la fin, on te dit si tu es bon ou pas bon. Aujourd'hui, quand je recrute, je dis toujours aux candidats en disant on va passer un moment ensemble pour se dire est-ce qu'on veut écrire une histoire de vie ensemble? C'est autant l'entreprise qui recrute un candidat que le candidat qui se dit oui, je veux passer un moment de ma vie dans l'entreprise. Donc, voilà, le changement pour moi, il est là. C'est qu'avant, c'était très directif, surtout dans mon métier. Et aujourd'hui, c'est pas que c'est pas directif. C'est que c'est autrement, et je pense que ce qui a vraiment changé, c'est qu'on donne du sens et que le collaborateur fait partie de l'histoire de l'entreprise. C'est avant aussi, mais c'était pas dit. Aujourd'hui, je trouve qu'on le met au centre et on ne peut pas. Et moi, c'est ma conviction, on ne peut pas réussir seul. C'est fini, ça. C'est fini. Donc, c'est pas dire c'était mieux avant. Encore une fois, faut s'adapter et quelque part, c'est quand même vachement mieux quand on dit donner du sens, qu'on explique pourquoi on va tourner ces fonds d'artichaut. Parce que s'il m'avait dit ce jour-là, écoute, déjà, une caisse au lieu de 3, ça aurait été certainement mieux. Mais lui, ça va me permettre de voir ton niveau culinaire sur une technique de base. Donc voilà, t'inquiète pas, on en fera de la pure après. Mais je veux savoir ce que tu veux. C'était tout simple à dire. Et je pense que je m'en souviendrai même plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en souviens parce que ça marque. Surtout quand t'as 20 ans et que c'est ton premier poste. Par rapport à l'expérience collaborateur, notamment dans ce domaine de la restauration dont tu parlais, est-ce que tu crois que ça a vraiment changé? Oui. Parce que moi, tu vois, je regarde un peu Top Chef, voilà. Donc, j'ai l'impression que les chefs, ça reste les chefs et que quand on te dit de tourner un truc, tu le tournes et que tu poses pas trop de questions. Toi, l'expérience collaborateur dans la restauration, tu as l'impression qu'elle a aussi beaucoup évolué? Elle a évolué pour plusieurs raisons. Déjà, les chefs ont évolué. Tu regardes Top Chef. Cette année, dans Top Chef, il y avait un de mes deux idoles, qui est Pierre Gagnère. Et quand tu vois Pierre Gagnère, comment il se comporte à la télé, j'ai eu la chance de le voir dans son restaurant, il est pareil.
Si on prend cette restauration haut de gamme, enfin, la gastronomie, et tu dois avoir de l'excellence tout le temps. Pourquoi? Parce que toi, en tant que client, tu vas venir une fois. Parfois, c'est une cagnotte que tu as mis plusieurs mois, voire années à te construire pour passer un moment. Et ce moment, il doit être exceptionnel. Quand tu vas dans un restaurant 3 étoiles, rien doit dépasser. Et puis, c'est un des seuls métiers où tu as un guide. C'est quand même les guides qui font un peu ce métier. Et donc, tu dois être parfait tout le temps. Donc, l'exigence, effectivement, elle est poussée au maximum. Et l'exigence, ça s'incarne et il faut être ferme. C'est-à-dire, lorsque tu proposes un menu gastronomique de 20 plats, les 20 plats doivent être parfaits. Les cuissons sont... c'est même plus à la minute, hein, c'est à la seconde près. Le dressage, il est millimétré, la température aussi. Donc, il faut cette exigence. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est là où ces chefs, pour la quasiment totalité, ont changé, c'est qu'ils incarnent ça. J'ai eu l'occasion aussi d'assister à ce qu'on appelle la mise en place, hein, c'est le travail du matin dans un restaurant gastronomique, pas chez Pierre Gagnard, mais chez une autre table étoilée. Le matin, il y a de la musique. Les gens sont détendus. À 10h, le chef arrive, prend un petit déjeuner, ça dure 5 minutes. Et le chef connaît tous ses collaborateurs par leur prénom. Donc, il y a ce moment de partage qui, moi, je n'avais pas connu à cette époque-là dans les grandes brigades. Dans les petits restaurants, c'est un peu différent. Et aujourd'hui, oui, il y a cette connexion à l'humain. Et même pendant le service, il y a du respect. C'est fini d'aboyer. Hein. Il y a même un poste. Il faut savoir que quand j'ai appris mon métier, quand tu étais ce qu'on appelle le pass, il y avait l'aboyeur. Et on avait de ces outils-là, je me souviens, et on annonçait le bon dans un micro pour que ce soit plus fort encore. Donc ça, c'est fini. On annonce le bon. Tout le monde répond oui. Oui, chef, parce que ça, je pense que c'est le métier qui fait ça. Mais après, il y a beaucoup de bienveillance. Okay. Et même quand il y a des écarts, voilà, alors je ne dis pas que c'est parfait tout le temps et que tout le monde... Non, il y a des moments... Parce qu'on est dans l'excellence. Et cette excellence, ça va durer 2 heures. 12h30, 14h30, tu vas avoir un nombre de couverts, un nombre d'assiettes. Enfin, c'est quand même quelque chose de très, très intense. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Tu dois être bon sur... Mais quand même, le rapport humain a complètement changé. Et heureusement. Heureusement. Parce que c'était plus vivable. Et parce qu'on est en 2024. Et parce que... j'ai cité des choses... Enfin, bref, je tairais ça, mais les cuisiniers de cette époque-là l'ont connu. C'est pas possible de continuer comme ça. Il faut avoir du respect pour l'être humain. Ce que j'entends, c'est peut-être qu'il y a du coup maintenant un niveau de bienveillance au moins aussi égal à l'exigence. Oui, oui. Il y a du respect dans la femme et l'homme. Il y a de plus en plus de femmes en cuisine. Et ça, c'est très bien aussi parce que ça apporte aussi un peu ce parallèle. Moi, je me souviens avoir entendu des paroles. On ne pourrait plus le dire maintenant. C'est pas possible. On n'aurait pas dû le dire déjà. Et je suis d'accord qu'on n'aurait pas dû le dire. Je ne sais pas de quoi on parle, mais à mon avis. Voilà, c'est ça. Mais c'est une autre époque. Donc, non, ça a changé et c'est obligé. C'est un métier qui est en crise dans le recrutement. On trouve de moins en moins de cuisiniers pour différentes raisons. On va pas parler là. Et en plus, s'il n'y avait pas ce respect, et si on ne s'adapte pas à l'époque à laquelle on vit, il n'y aurait vraiment personne. Il n'y aurait plus au restaurant, sauf pour manger des sachets sous vide chauffés au micro-ondes. Dans ton management, toi, tu me disais, voilà, moi, je valorise quand même vachement la communication directe, le sourire au travail. Comment ça se traduit un peu au quotidien avec tes équipes et en quoi, pour toi, ça t'aide à relever les défis qui sont les vôtres? Tu as des exemples un peu concrets? Oui, parce que c'est au quotidien. Pour moi, tu peux très bien atteindre un objectif dans la bonne humeur, cadré encore une fois, on n'est pas en boîte de nuit, hein, mais voilà, avec le sourire, en prenant le temps d'aller boire un café le matin et en s'intéressant à l'autre. Pour moi, ça c'est hyper important, c'est que je m'intéresse dans mes équipes, je veux connaître la personne avec qui je travaille, mais c'est pas un objectif professionnel, c'est pas pour me dire je vais mieux atteindre mon objectif, pour moi c'est obligatoire. Si un jour on me demande en me disant non, je les considère comme des machines, je quitterai l'entreprise. Je ne peux pas travailler comme ça. Ça, c'est au plus profond de moi. Je pense sincèrement que de travailler avec le sourire, d'avoir le sourire, de communiquer sans agressivité, je pense que on arrive à de meilleurs objectifs parce qu'on est serein. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas le cadre. Encore hier, j'ai animé un groupe de travail. Moi, mes équipes sont sur toute la France. Donc, Bretagne, Sud-Ouest, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, la première chose que tu t'assures, c'est que voilà, est-ce qu'ils ont bien dormi à l'hôtel, est-ce qu'ils ont passé la soirée? Alors, on était à côté des Champs-Élysées, moi, mais voilà, ils m'ont dit, on était aux Champs-Élysées. Enfin, on a commencé par parler de ça.
On n'a pas commencé bille en tête, ouvrez les ordinateurs et on y va. Il y a eu de l'échange, il y a eu du partage, mais il y a eu des sourires. Il y a des moments où, oui, on s'autorise, voilà, pas un dérapage, mais de passer, de faire, voilà, un petit moment sur du perso, sur une histoire qui nous arrivait. Enfin, c'est tellement plus simple. Et à la fin de la journée, je pense que j'ai 2 ou 3 heures de travail à faire parce qu'il faut mettre tout ça, mais c'était hyper riche. Et cette richesse, elle vient parce que les gens se sont sentis bien, et c'est ce qu'ils m'ont communiqué hier soir en partant, en disant mais cette journée elle était riche parce que voilà, on s'est vu, parce que bien sûr les équipes ne se voient pas souvent puisqu'elles sont éparpillées sur l'ensemble de la France, mais on s'est vu, on se connaît, et à un moment on a bien vu que c'était un moment professionnel, mais il y avait au-delà de ça, il y a eu des partages, ils n'étaient pas d'accord, enfin voilà, et puis on aborde des sujets qui sont parfois pas forcément le cadre, mais ça nourrit tout ça. Donc c'est vraiment pour moi important. C'est important lorsque je vois un collaborateur de savoir comment il va, de prendre des nouvelles quand il est en arrêt de travail ou quand pas assez encore. Si j'ai encore je pense qu'on peut aller encore plus loin parce que cette simple question, est-ce que tu as passé un bon week-end quand c'est lundi matin? C'est hyper important. Le week-end était bon, pas bon. Et c'est pas simplement ça. Et puis on y va. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, voilà, il faut s'intéresser à l'autre. Je pense que ça, pour moi, c'est une valeur. Et ça, c'est dans le quotidien. C'est vrai que des fois, quand on a la tête dans le guidon, on ne le fait pas assez, mais j'essaye toujours de me poser tous les soirs en me disant tiens, là, j'ai oublié ci, tiens, j'ai oublié ça, petit SMS, une petite photo. Voilà. Et pour ça, il faut donner. Moi, j'essaie de donner de moi pour recevoir, mais ce n'est pas encore une fois une visée professionnelle. C'est vraiment parce que je le conçois comme ça. Il n'y a pas de mal de dire voilà, tiens, j'ai dû faire un complète de vélo ce week-end ou j'ai marié mon fils. Pas, voilà. Je me protège, bien évidemment, mais je donne pour recevoir. Ça me paraît important. J'entends quelque chose effectivement autour de la curiosité de l'autre. Curiosité dans le bon sens du terme, s'intéresser à l'autre. D'après toi, même si j'ai bien entendu, c'est pas ton objectif premier de faire ça pour répondre à des objectifs, mais en tout cas, d'après toi, en quoi ça contribue, ça, dans des moments peut-être plus tendus, effectivement, d'atteinte d'objectifs, de croissance de chiffres, je ne sais. Ton expérience ou ton hypothèse, en quoi cette manière de travailler, de vivre les choses humainement, en tout cas de mettre l'humain au cœur, en quoi, d'après toi, ça contribue à ton objectif, à vos objectifs? Oui. Atteindre un objectif par un process, ça ne fonctionne pas si on ne lui donne pas du sens, pour moi. Fais ça comme ça, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, il faut expliquer pourquoi. Et si tu expliques pourquoi, il faut t'adapter à la personne. Pour moi, je n'ai pas 2 fois le même discours. Je vais m'adapter à la personne parce que chacun a ses forces et ses faiblesses. Et moi, je m'adapte aussi aux forces et faiblesses. Je vais travailler sur les faiblesses pour qu'elles soient le moins possible. Et puis, quand c'est les forces, voilà, je sais qu'il y a cette force-là. Et j'ai la chance d'avoir en direct 6 collaborateurs et puis une trentaine en indirect. Je les connais, je sais qui ils sont. Donc, je vais pouvoir m'adapter à ça. Et c'est pas pervers de ma part. C'est que pour moi, c'est hyper important de savoir où sont leurs forces, leurs faiblesses, pour travailler dessus, pour les accompagner aussi, pour qu'eux aussi puissent être plus à l'aise vis-à-vis de leur équipe. Donc en fait, c'est l'effet boule de neige, entre guillemets. Et pour moi, si aujourd'hui on ne donne pas un sens, si on ne s'intéresse pas à la personne, et si aujourd'hui je ne savais pas que c'était Sarah et qu'on ait pu échanger, je ne serais pas là. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe derrière. J'aime décortiquer les choses. Je ne vais pas appliquer pour appliquer. J'ai besoin d'avoir ce sens. Et ce sens, il faut le transmettre, à mon avis. Et tu ne le transmets pas de façon uniforme à tout le monde. J'ai besoin de connaître la personne pour savoir comment je vais aborder le sujet. Mais à la fin, l'objectif reste le même. Ça, c'est évident. Mais quand tu as un collaborateur qui est hyper carré et puis l'autre qui est un peu plus, on va dire, créatif, artiste, je vais pas... Voilà, ça va être différent. Et ça, je pense que c'est le rôle d'un manager de s'adapter. Donc pour moi, c'est important. Donc là, mes collaborateurs, j'ai eu la chance quand j'ai repris cette équipe, on a fait un séminaire de cohésion pendant 2 jours, on s'est enfermés pour vraiment se connaître, pour savoir comment tout le monde fonctionne. Et je me suis prêté au jeu comme eux. Ils savent comment je fonctionne. De temps en temps, on en parle. Et voilà, et c'est une petite bouteille, c'est un petit sourire. Et hier, je me souviens encore, j'ai un de mes collaborateurs qui me dit écrit ça. Maintenant, on anticipe. Et voilà, et pour me chambrer un peu, il me dit on va te répondre sur Excel. Et hier, il me dit tiens, tu connais Word. Oui, c'est vrai. Voilà, et c'est important parce qu'il sait comment je fonctionne, je sais comment il fonctionne. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Oui, là, on se rend la vie simple, on se rend le quotidien simple.
Oui, là, pour accompagner des équipes, c'est vrai que ça, en termes d'efficacité, une fois que les équipes se connaissent bien, on gagne énormément de temps et dans le fonctionnement, c'est effectivement plus efficace et plus agréable de toute façon. Donc, cette relation-là, je le duplique dans le monde dans les amis, dans la famille. Enfin, quand on connaît ses enfants, j'ai la chance d'avoir 3 enfants merveilleux, mais je sais comment ils sont. Donc, par rapport à l'un et à l'autre, je ne vais pas réagir pareil. Voilà, alors ça met du temps. Je n'ai pas toujours été comme ça non plus. Il y a l'âge aussi qui fait ça. Mais c'est important. Et on se comprend mieux et c'est tellement plus simple. Ok, c'est en tout cas hyper intéressant. Hyper intéressant le côté je cherche aussi chez l'autre le meilleur, je connais aussi ses forces, ses faiblesses. Ce qui m'intéresse du coup dans la communication directe, tu disais voilà, moi je valorise la communication directe. Par exemple, tu es un manager voilà, qui est, j'entends, humain. Comment tu fais du coup quand il y a un truc qui marche pas bien avec un collab ou voilà, c'est quoi ta manière finalement humaine il faut quand même dire les choses. Enfin, on est là pour faire avancer et donc parfois il y a des choses qui marchent pas et c'est ok. Comment tu fais ça par rapport à tes valeurs? Oui. Alors déjà, je pars d'un constat. C'est-à-dire que si je vais pas, si on n'atteint pas un objectif quel qu'il soit, je vais partir de cet écart. Moi, je vais faire mon analyse, les raisons. Et puis après, je vais bien évidemment, ça je le garde pour moi et je vais déjà questionner ce collaborateur, lui demander, à ton avis, pourquoi? Et en général, je le prépare. C'est-à-dire que je leur demande, je dis, tiens, on va se voir, là, il y a ça, j'aurais que tu réfléchisses. Parfois, non, mais c'est stratégique si je ne le dis pas. Parce que là, c'est plutôt avoir une réaction à chaud, parce que des fois, c'est ce qui est important. Et donc là, il va me partager son avis, je vais avoir le mien. Il peut avoir raison. C'est pour ça, c'est pas parce que c'est le mien que j'ai raison, il peut avoir raison. Donc, je vais essayer en un temps très court de réfléchir, est-ce que je garde, moi, ma vision? Est-ce que lui, je garde une partie? J'essaye de faire ça. Et je vais essayer de l'amener à ça. Et si je vois qu'il n'y va pas, je vais l'emmener. Et là, par contre, ça va peut-être un peu plus directif. Soit par une question ouverte, est-ce que tu ne penses pas que... Mais parfois non, parce qu'on est pris... voilà. Et peut-être que ça va être un peu directif. Mais si je dois être directif, j'explique pourquoi. C'est-à-dire que si on n'atteint pas un objectif, et ça m'arrive encore aujourd'hui, ça arrivera demain, j'explique pourquoi. Tu n'atteins pas un objectif d'activité, j'explique pourquoi. Tiens, on n'a pas atteint l'objectif, mais regarde, on avait prévu d'embaucher X personnes, on va en embaucher 0 ou Y. On ne va pas investir, on ne va pas pouvoir se payer un cabinet pour nous accompagner sur ça. Enfin, il faut toujours, j'essaye de donner l'exemple et expliquer pourquoi il faut atteindre cet objectif, si c'est un objectif qualité. Et si c'est un objectif sécurité, parce qu'on a aussi des objectifs sécurité, là, par contre, c'est simple. Parfois, je dis, mais c'est la loi. C'est comme ça. C'est la loi. Oui. Après, et moi, je suis en charge de faire respecter cette loi. Et donc, il n'y a pas... Oui, mais OK, on peut penser ce qu'on veut de la loi. Il y a des limitations de vitesse sur nos routes en France. On peut dire, on passe vite, machin, etc. J'ai une belle voiture. C'est vrai. Mais la loi, elle est là. Donc après, tu déranges la loi, tu en prends ta responsabilité, mais dans le monde de l'entreprise, voilà. Il faut savoir le dire. Mais même quand tu dis, voilà, si je prends mes expériences précédentes, il y a des règles en hygiène et en sécurité alimentaire dans une cuisine. C'est comme ça. Bien sûr que je vais expliquer, pas rentrer aujourd'hui dans les détails, mais pourquoi il faut telle température et telle température. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une raison. Quand on dit en cuisine, si je vais te donner un exemple quand même, il faut garder les plats chauds à plus de 63 degrés. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 63, les bactéries, les microbes se reproduisent. Donc, t'expliques, donc c'est 63. Et donc, tu discutes plus après. C'est pas 62, c'est 63 ou au-dessus. C'est comme ça. Voilà, mais toujours donner du sens. Et je pense que c'est comme ça. Et après, pour l'instant, j'ai prétention de dire que ça se passe plutôt pas mal. Okay. Bon, on en reparlera, mais pour moi, ça fait peut-être partie de ce qu'on appelle le courage managérial, de dire en fait les choses. Et puis effectivement, parfois, il y a des règles et on ne peut pas y déroger. Et voilà, et c'est comment on aborde les gens, comment on en parle, quel sens effectivement on donne aux choses. Donc, je crois que c'est ce que tu dis, c'est important, c'est de réfléchir au moment et aux mots choisis. Pas toujours facile, mais vrai, quand il y a ce qu'on appelle un recadrage ou refixer des objectifs, j'essaie toujours le moment et les mots. Et pour ça, moi, ma technique, c'est j'essaye de ne pas réagir à chaud. Ça m'arrive encore de temps en temps et j'évite, mais de me dire, non, je vais me laisser un peu de temps pour choisir le bon moment et les bons mots. Et ça, c'est en fonction de la personne.
Mais par contre, je dis tout. Je ne garde rien pour moi. Parce que sinon, je pense que de cacher, à un moment donné, ça revient. Et ça revient plus fort. Donc voilà, je pense qu'il faut mieux tout dire. Et c'est au quotidien. Et il faut le dire. C'est pas facile. Des fois, tu mets plusieurs étapes pour arriver à. Mais il faut le dire parce que comme ça, moi, sur le coup, c'est pas simple. Pas simple de l'entendre. Mais au moins, comme ça, tu sais comment rebondir derrière. D'ailleurs, ça me fait penser, tout à l'heure, tu disais, ben voilà, j'essaie de m'adapter aux personnalités, points forts, points faibles, comment ils fonctionnent. C'est pour ça que j'essaie de les connaître pour mieux fonctionner avec eux. C'est ta manière de manager. Et tu m'as dit, quand on s'est parlé, tu m'as dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est manager son patron. Donc, Aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi, manager son patron? C'est comme avec ses collaborateurs. C'est connaître qui il est, comment il fonctionne, quels sont ses codes, je dis souvent à quoi il carbure. Parce que là aussi, de le connaître, ça va permettre aussi de s'adapter. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec son patron. Et parfois, il faut savoir dire, pareil, le bon moment, les bons mots. Mais il faut aussi l'amener à ce qu'il écoute. C'est moi, ma façon de voir. Et ce que j'attends de mes équipes. Et je mets en place certains moments où c'est eux qui me disent ce qu'ils attendent de moi. Parce que si on veut avancer, il faut avancer ensemble. Il faut que je comprenne ce que veut mon patron, comment il fonctionne. Si je ne suis pas d'accord, de savoir lui dire aussi. Mais qu'il soit capable d'écouter aussi comment je fonctionne. Alors, c'est pas l'un s'adapte à l'autre. Non, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Et si on veut, si c'est une volonté commune, on avancera ensemble. Donc pour moi, c'est hyper important aussi de connaître son supérieur, de savoir comment il avance et savoir si on épouse ses valeurs. Pour moi, je ne pourrais pas collaborer avec un hiérarchique dont je n'épouse pas les valeurs. Donc voilà, mais c'est pas lui. Il y a un moment, si on n'a pas les mêmes valeurs et qu'on a essayé, et qu'on fait un bout de chemin ensemble et qu'on n'y arrive pas, moi, je serais le premier à dire, bon, ok, je lève la main, je vais partir sur le banc des remplaçants, faire rentrer un autre joueur, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi une relation humaine, savoir comment je fonctionne, et savoir, voilà. Et à un moment donné, de savoir aussi lui dire, bah, écoute, ça, voilà, moi, ça ne me va pas, on a tel objectif, enfin, voilà, comment tu vois les choses, mais ça, et d'expliquer. Effectivement, si mon patron demain me dit, mais écoute, ce que tu me dis, je m'en fous, je fais comme je veux, bon, voilà, ce sera à moi de changer, je crois. Mais voilà, on peut, encore une fois, j'attends qu'il me donne du son, de voir comment on avance. Alors, parfois, c'est pas facile, moi, j'ai vécu avec des patrons qui étaient passionnés. Moi, je suis plutôt quelqu'un de passionné, donc des fois, ça peut friter. Mais on avait l'avantage, c'est qu'on le savait. Donc, ça fritait. Donc, j'ai deux fois, bien musclé. Mais le lendemain, voilà, c'était fini. Parce qu'il savait comment je fonctionnais, je savais comment il fonctionnait. Et je me suis peut-être permis ça parce que je savais comment lui aussi fonctionnait. Donc, c'est hyper important. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose vraiment, en fait, tu le disais, que tu valorises la communication directe. Donc, en tout cas, que ce soit avec tes collaborateurs finalement ou avec tes managers à toi aussi, le fait en tout cas, de se connaître et de se dire les choses. Après, la réflexion qui me vient, c'est toi, dans ta nature, ce que je perçois de toi, c'est une forme quand même de générosité dans aussi le partage de qui tu es, ce que tu vis, comment tu vis les choses et tout ça. Après... pour en discuter et puis pour être dans la vraie vie, j'ai l'impression que peut-être tous les managers ou tous les directeurs, c'est pas forcément facile justement de comprendre comment ils fonctionnent, peut-être parce qu'ils se livrent un peu moins sur le mode de fonctionnement. Et comment faire ça quand t'as c'est quoi comment on pourrait faire quand justement on a un patron qui se livre un peu moins? Alors, avant de se dire, tiens, il se livrera pas, moi, j'essaye d'ouvrir la porte. J'essaye aussi. Donc, encore une fois, je donne. De savoir un peu comment il vit, à quoi il carbure, en fait. Si aussi, il bloque tout, il y a un moment donné, après, pour moi, il y a une seule solution, c'est que, très basiquement, je prends une feuille, les plus, les moins, et je regarde, en me disant, bon, ça c'est pour toi, voilà, ça ne me va pas, tu n'arriveras pas à le faire venir à toi, tu n'arriveras pas à partager même un tout petit peu. Est-ce que c'est trop pesant par rapport aux bénéfices de ton poste et de ta vie professionnelle actuelle ou pas? Et si c'est vrai que c'est prenant et que ça prend trop de place, je me dis, il faut que je change. Il n'y a pas de mal. Et je lui dirais, écoute, voilà, moi, il y a ça, ça et ça. Une première fois, une deuxième fois, si la troisième fois, c'est toujours pareil, on change. Il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je suis à l'aise. Et ce que je dis à mes équipes aussi, c'est, si vous ne sentez pas, si vous croyez vos produits, si vous n'êtes pas bien, on en parle une fois, deux fois. Mais si ça ne change pas, voilà, et moi, quelqu'un qui me dit, écoute, je vais changer, la seule chose que je vais dire, c'est, t'es engagé jusqu'au dernier jour, ok, pas de problème. Je suis plus en phase avec l'entreprise, ça nous est tous arrivé à un moment donné. C'est fini,
je signe un CDI jusqu'à la fin de ma carrière dans la boîte, quelles que soient les conditions. Non, donc voilà, moi, c'est vraiment ça. Donc ça m'est jamais arrivé. Donc c'est top. Mais si demain, même si le poste était super bien, mais que mon hiérarchie ne se livre pas et qu'il ne me donne rien, et que même moi, si j'essaie de partager, je changerai. Mais même on est en 2024, donc je pense qu'il y en a de moins en moins déjà. Parce que je pense que tout le monde a compris l'intérêt de parler, bien sûr, du cadre professionnel, mais des passions, de la famille, enfin, etc. J'espère. En tout cas, ce que je ressens, c'est que ta curiosité de l'autre vis-à-vis de tes collaborateurs, elle s'inscrit aussi vis-à-vis de tes supérieurs hiérarchiques. La curiosité de l'autre, ça a peut-être fonctionné parce que tu as finalement le même fonctionnement, que ce soit avec tes collaborateurs ou avec cette curiosité. Oui. Tu ouvres la porte, même si on ne te l'ouvre pas, tu vas toi-même essayer de mettre un pied quand même dans la porte. Donc, Et d'ailleurs, comment on pourrait s'y prendre tes collabs pour te manager? Comment ils font pour bien manager un Christophe Parrot quand on est son collaborateur? Comment on fait? Je pense qu'ils ont compris, ça c'est déjà bien. Et je pense qu'ils me connaissent. À quoi tu carbures, toi? Moi, je carbure tout ce qu'on a parlé depuis le début, ces valeurs-là. Moi, j'adore que ma journée de demain soit pas la même qu'aujourd'hui. J'adore découvrir et j'adore les projets, j'adore aller de l'avant. Enfin, je suis un compétiteur en plus, donc c'est assez simple. Moi, passer une journée devant Netflix, c'est pas possible. Il faut toujours faire quelque chose. Je ne sais pas si ma femme écoutera, mais elle voit tout à fait ce que je veux dire. Je prends mon petit-déj, je suis déjà debout, qu'elle n'a peut-être pas commencé. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai besoin. Voilà, je me nourris à la vie. Et ils l'ont compris. Donc, bien sûr qu'on partage. Et voilà. Donc, mais comme je me connais aussi, je fais attention. Parce que je peux aller très vite. Et je sais, j'ai toujours un peu la pédale accélérateur enfoncée. Donc, je fais attention parce que je ne peux pas, sinon je vais les griller. Tout le monde ne peut pas avancer à cette vitesse-là. Donc aussi, voilà. Et si je prends mes 6 derniers mois, donc chez AGV, je crois que j'ai dû faire 2 rappels où là, je leur ai dit, il me le faut. Mais je leur ai dit pourquoi il me le fallait. Toujours. Voilà. Là, ça fait 2 fois que je vous le demande, il me le faut pour telle date parce que. Et là, j'ai la chance, c'est qu'ils ouais, je vais avoir les réponses. Voilà. Parce qu'ils savent aussi ça. Ils me connaissent, donc ils savent que, voilà, ils savent que je vais me laisser un peu de délai pour une relance. Voilà. Mais c'est aussi une découverte parce que mon prédécesseur n'était pas forcément comme moi et donc j'ai apporté beaucoup de choses. Je les ai bousculés beaucoup sur ces 6 derniers mois. Mais à chaque fois, j'essaye de leur expliquer pourquoi et ils commencent à comprendre. Et donc c'est toujours en expliquant, mais ils me connaissent. Et puis, c'est important moi aussi de savoir ce qu'ils en pensent. Donc j'ai inscrit les moments, j'en ai fait c'est ce que j'appelais les entretiens 360 il n'y a pas très longtemps, où je leur ai dit, voilà, c'est moi qui vais vous écouter. J'ai 2 questions. 1, qu'est-ce que vous pensez de ces 5 premiers mois? Et 2, qu'est-ce que vous voudriez changer? Et soyez à l'aise. Alors bien sûr, au départ, ils m'ont plein de points positifs, mais je me connais un petit peu. Donc j'allais après les chercher en disant, mais tu penses ci, tu penses ça. Et puis comme je commence à les connaître, voilà. Et on en est arrivé à une conclusion où alors, il y avait trop de points, pour être franc. Et je leur ai expliqué pourquoi j'avais fait ça au début, parce que c'était pas dans leur culture, c'était pas ancré dans l'entreprise. Donc voilà, j'ai dit, on a fait des points, je les ai scindés, ces points-là. Comme ça, on a pu, vous voyez comment je fonctionne, vous voyez pourquoi on y allait, etc. Mais à partir de septembre, on va fonctionner autrement. Et je leur ai expliqué comment on allait fonctionner à partir de septembre. On va faire une belle BR une fois par mois, et puis après, on se réservera. BR, donc Business Review. Oui, pardon. Tu me l'avais dit en préparation. Une Business Review. Et on fera sûrement un autre sujet à part. Donc voilà. Et c'est en les écoutant. Donc voilà. Ils ont compris que de toute façon, avec moi, les reportings, le pilotage, enfin, c'est obligatoire. Pas pour moi, pour l'entreprise. Mais voilà, ils n'ont pas hésité à me dire comment ils voudraient y arriver. Je pense qu'ils se sont parlé entre eux. Mais c'était très bien. C'est ce que j'attendais. Et voilà. Et bien, ça leur va, ça me va. Parfait. Donc ce 360 là que finalement tu as mis en place assez tôt par rapport à ton arrivée, j'entends que c'est quelque chose qui n'est pas forcément une manière de procéder habituelle. Enfin, c'est pas dans vos process. Non, je pense que c'est pas dans les process, mais moi c'était important. Ça apporte quoi d'après toi? Ça t'apporte quoi? Ça leur apporte quoi? Pour eux, je pense que le fait... Déjà, ça les a surpris, je pense. Pour en parler, je pense que ça les a surpris. Mais ça permet de dire, encore une fois, moi, quand je dis je veux que mon patron comprenne comment je fonctionne, etc., ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important qu'eux aussi, je veux les amener à ça. C'est pas je m'adapte, j'ai un nouveau patron, il s'adapte à ma façon de faire. Non. Donc ça me permettait de les faire réfléchir et qu'ils me disent les choses.
Et je pense qu'on en fera. Et puis, ça leur permet de me faire part de leurs difficultés dans l'organisation du travail. Si on peut le modifier, la preuve. Et donc, ils vont être plus à l'aise. En septembre, ils vont se dire, c'est bon, on a pu ces visios à répétition, on en a une, enfin, OK. Et puis, je leur ai dit, parce que c'est aussi ma façon de faire, en disant, moi, quand je construis quelque chose, c'est avec vous, avec ce que vous me dites, mais avec les objectifs de l'entreprise. Je mêle les deux, bien évidemment. Il ne faut jamais oublier pourquoi on travaille, pourquoi on est au quotidien dans l'entreprise. Mais c'est jamais une version définitive. Surtout sur ces choses-là. C'est-à-dire qu'on va tester, et puis peut-être qu'en janvier, février, on changera. C'est pas grave, parce qu'on évolue à chaque fois. Et on est meilleur. Donc voilà. C'est comme un peu dans le sport d'équipe, on a un plan de jeu, mais le plan de jeu d'une équipe n'est pas le même par rapport à l'autre. Donc c'est pareil. Oui, donc on s'autorise finalement à tester quelque chose, tout en sachant que peut-être dans 3 mois, on fera différemment et c'est OK. Oui, comme on s'autorise de faire des erreurs. Moi, je leur dis, vous avez le droit et vous en ferez. De toute façon, moi, j'en fais. On a le droit. Par contre, il ne faut pas que ce soit, 1, répétitive, et 2, il ne faut pas que ce soit des erreurs sur quelque chose sur un basique. Sur la sécurité, puisqu'on nous demande des seniors, sur la sécurité, sur le respect, c'est pas possible. Mais après, que vous orientez une famille sur un axe et puis on aurait peut-être pu en prendre un autre, ou qu'un courrier, il y a quelques petites erreurs dedans, je parle. C'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas un impact fort pour l'entreprise ou pour les personnes, qu'ils soient collaborateurs, collègues ou clients, on s'autorise des erreurs. Moi, j'autorise les erreurs. Bien sûr, quand il y en a trop, ça ne va pas. Mais justement, tu avais évoqué l'importance de la confiance que tu accordes à tes collabs, du partage, du courage managérial, on en a parlé. Tu as des exemples un peu de moments où ces valeurs ont vraiment joué un rôle prépondérant dans le fonctionnement avec tes équipes? Des situations où vraiment ça a fait la différence? Oui. Moi, ma façon de recruter. Je recrute mes N-1, je prends une décision. Je suis payé pour ça. Pour les N-2, moi, il s'appelle manager réseau chez nous. Il y a une personne entre nous. Quand je recrute un N-1, je vais faire mes entretiens, enfin, process classique. Donc, ton collaborateur direct. Direct, je valide et mon N+1 le valide. OK. Mais quand c'est mon N-2, je ne valide pas. Je donne un avis. Et ça, pour moi, c'est important, c'est que tu recrutes l'équipe que tu veux. Je n'ai pas à interférer sur un recrutement. Oui, je vais donner un avis. Alors, c'est vrai que si c'est un avis tranché, je vais le dire, on va en partager avec mon collaborateur direct. Et à ce moment-là, on va peut-être creuser. Ah ben, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu. Ah ben oui, on l'a vu tous les deux. On arrête. Si on n'est pas d'accord, on va... 3e personne. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais je leur fais confiance, on parlait de confiance, mais moi, je vais leur faire confiance. C'est eux qui construisent leur équipe. Je ne regarde pas les agendas de mes collaborateurs. Non, je leur fais confiance. S'il y a une mission, si demain, et je leur dis, si demain tu dois emmener ton enfant ou que tu dois, je sais pas, avoir un rendez-vous chez le médecin, tu me dis, c'est tout. Ça m'évite de t'appeler 15 fois sur ce créneau-là, je le sais. Par contre, je leur demande d'anticiper. T'es pas là tel jour, pas de souci. Qui prend ton backup? Et voilà. Donc, moi, cette confiance, elle est là. Et je suis franc, et je pense leur faire confiance. Après, je regarde pas. Et puis, si un jour je m'aperçois que cette confiance, elle est rompue parce que, oui, je leur dirai aussi. Je t'ai fait confiance, ça, mais t'as appris ça, ou il y a eu ça. On est d'accord? Oui. Dernière fois? OK. Et puis après, si c'est pas la dernière fois, voilà. On sait où on va. J'entends dans les objectifs, le point objectif est quand même très fort dans ce que tu nous partages. Mais en même temps, j'entends qu'il y a quelque chose, et là, ça a été plus clair encore pour moi, il y a quelque chose vraiment autour de... vous avez des obligations de résultats et pas des obligations de moyens. J'ai envie de dire, c'est ça que j'ai compris dans ce que tu viens de partager, c'est on a des objectifs, après la manière dont vous y arrivez, dont vous vous organisez, ça vous regarde, entre guillemets, si c'est dans le terrain de jeu, comme tu dis. Mais ensuite, du moment que les objectifs sont atteints, organisez-vous un peu. Exactement. Ouais. Alors, c'est valable pour mes équipes directes. Après, si on descend donc, sur nos colocations, il y a des équipes d'auxiliaires de vie. Elles ont des objectifs de moyens parce qu'elles s'occupent de quelqu'un. Et donc, on ne s'occupe pas d'un senior. Il y a des pratiques, il y a des process et on ne fait pas n'importe comment. Donc là, il y a du moyen. Donc, c'est comment je m'occupe de monsieur X ou de madame Y. Mais pour mes équipes en direct... Non, moi, s'ils me disent, tiens, il faut aller d'un point A à un point B, je ne vais pas prendre l'autoroute, je vais prendre les petites routes, mais ça prend plus de kilomètres, mais je vais arriver avant ou je vais arriver au même moment, oui, je préfère. Et le je préfère, je l'entends. C'est-à-dire que c'est important aussi,
les moyens à mettre en œuvre pour être bien dans sa mission. Moi, je préfère traiter mes mails le soir de 22h à minuit. Je veux dire simplement à la personne, tu dois te déconnecter quand même. Hein. Tu sais qu'à un moment, il y a la vie perso. Oui, mais par contre, le matin, je vais commencer qu'à 9h parce que, bref, les enfants à l'école, si on était avec les enfants. Voilà. Par contre, si j'ai besoin de t'appeler 7h30 parce que, voilà, nous, l'activité, elle s'arrête pas, mais elle commence vraiment le petit déjeuner autour de 7h30, 8h. À partir de 7h30, 8h, est-ce que je peux t'appeler? Oui. Non. Ok, j'appelle qui? En fait, voilà, c'est toujours ça. Dans le cadre de l'accompagnement, de l'évolution professionnelle, hein, tu m'as dit, voilà, à un moment de ta carrière, tu avais fait appel à un coach professionnel. Donc, évidemment, en tant que coach, moi, ça m'interpelle. Finalement, pourquoi ce choix? Et d'après toi, quel impact ça a eu sur ta vie pro, perso, enfin, je sais pas, mais c'est quoi l'impact d'un coaching pour toi? Moi, j'ai fait appel à... Attends, je voulais faire appel à un coach parce qu'à un moment, j'étais bloqué par rapport à, pour moi, la gestion du temps. Il fallait que... Je ne pouvais pas éteindre l'ordinateur le soir sans avoir traité tous mes mails, par exemple. Quand il y en a plus de 100 par jour, c'est un peu compliqué. C'est qu'un exemple, mais ça faisait ça. Donc, je m'apercevais que ce qui devenait presque prioritaire, c'était de gérer ce qu'il y avait à faire et non la qualité que j'y mettais derrière. Donc, il y a un moment, il faut s'arrêter. Moi, je suis quelqu'un qui m'arrête, qui est capable de dire ça. Et en parlant, avec ma DRH, je lui ai dit, elle me dit, écoute, voilà, il y a cette solution-là. Eh ben oui. Je dis, il faut essayer. Parce qu'à un moment, c'est pas simple de vivre comme ça. Et puis, je sentais que ça commençait un peu à dériver sur mon entourage, pro et perso. Et donc, elle m'a proposé des coachs. Et volontairement, j'ai choisi un coach qui ne me ressemblait pas du tout. Je me dis, il faut que ce soit quelqu'un qui me bouscule et qui n'ait pas les mêmes codes que moi. Je suis sportif, j'aime bien arriver le premier. Quand j'arrive pas le premier, je suis pas content. Voilà, je me lève tôt, je me couche tard. Entre les deux, je suis un peu speed. Donc, je voulais avoir quelqu'un qui soit capable de comprendre et de me bousculer un peu là-dessus. J'ai la chance d'avoir eu un coach qui a été me chercher par des chemins que j'ai pas vu arriver. Et on a bien travaillé ensemble. On a même joué les prolongations. Et ça, c'était top. Et à la fin... Et aujourd'hui, je dirais que je suis assez soigné sur ce côté-là. Pas totalement. Assez soigné. Mais ça fonctionnait parce qu'elle fait son travail, entre guillemets. Moi, je lui ai laissé les clés aussi. Je lui ai donné les clés du camion. Je lui ai dit, voilà qui je suis. Voilà comment je fonctionne. Maintenant, viens me chercher. Et donc, il y a eu cet échange-là. On a travaillé dessus. Et aujourd'hui, je pense que oui, ce point-là de la gestion du temps va mieux. Et comment ça se traduit aussi dans le monde perso, parce que je pense que cette porosité pro-perso, elle existe. Certains mettent une barrière, sont complètement différents. On est différents entre le perso et le pro, c'est sûr. Mais il y a quand même des éléments qui sont communs. Et aujourd'hui, même dans mon temps perso, je prends un peu plus le temps de faire les choses. Et sur certains points, beaucoup plus le temps. Donc voilà, ça a été plus loin que le pro. Et ça, c'est top. Donc oui, c'est un vrai plus. Et j'encourage. Moi, mon fils, il y a quelques années, l'a fait. Parfois, on me dit, non, je ne veux pas faire de coach. Je dis aux personnes, réfléchis quand même. Il faut tomber sur un bon coach, certes. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a été me chercher où il fallait. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Après, les moyens, l'important, c'est d'être meilleur, d'être mieux. Je suis mieux dans mes baskets le matin. Je pense que mes collaborateurs, j'ai changé d'équipe depuis, ils peuvent pas me le dire, mais je pense qu'ils sont, c'est plus simple pour eux. Et c'est tant mieux, c'est plus simple pour moi, c'est plus simple pour eux. Je pense que au niveau familial, ils le ressentent aussi. Donc tout va bien. Le fait d'avoir quelqu'un en miroir, en vis-à-vis un peu, qui peut-être permet une autre manière de voir les choses ou de se voir soi-même. De toute façon, je prêche un peu pour ma paroisse, mais évidemment que j'en suis convaincue. Et après, ça fonctionne peut-être pas après pour tout le monde. Ce serait quoi les limites pour toi? Si tu veux pas te remettre en question et si tu caches des choses. Pour moi, s'il fait une démarche parce que mon patron m'a dit que, ça fonctionnera pas. J'ai jamais été suivi par un psy. Je pense que c'est un peu pareil. Si tu veux qu'il te donne et tu veux qu'il travaille, il faut que tu puisses te livrer un petit peu. Oui, il faut un peu de matière. Il faut de la matière. Bien sûr, dans le monde sportif, c'est pareil. Si tu veux progresser, il faut que tu expliques comment tu t'entraînes, où tu t'entraînes et avec quoi. Enfin, si tu caches tout, tu peux pas. Donc il faut aussi... Et puis il faut être capable d'entendre. Non, là, t'es dans le faux, là, tu fais... Enfin,
Voilà, et de se remettre en question. C'est pour ça que je pense que c'est ça les limites. Ouais, ça me connecte à quelqu'un qui était venu me voir pour du coaching et qui m'a dit franchement, je pense que ça me ferait beaucoup de bien. Mais je pense que je suis dans une phase où je suis pas prête à me remettre en question. Et donc, bon, la personne était venue finalement plus tard, mais sur le moment, elle avait senti que ça allait un peu secouer. Et que, bon, donc c'est exactement ça, effectivement, que ça me connecte. Et là, tu parles, c'est vrai, beaucoup du sport. Il y a beaucoup d'expressions, même liées au monde du sport. Dans ta bio, voilà, tu disais que tu fais du sport, tu relèves quand même des défis. C'est quoi le lien que tu fais entre le Christophe sportif et le Christophe manager ou collaborateur, surtout manager, je peux imaginer. Je reste convaincu que le monde du sport et le monde de l'entreprise, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes. L'objectif, la patience pour atteindre certains objectifs, l'entraînement et l'esprit d'équipe. Même le sport individuel aujourd'hui, c'est un sport d'équipe. Je pratiquais pendant de nombreuses années la course à pied longue distance. Maintenant, c'est le cyclisme longue distance. Le cyclisme, on dit c'est sport individuel. Non, si on regarde, alors aujourd'hui, on est en plein mois de juillet à le Tour de France, mais c'est des équipes. Mais c'est tout ce qui va derrière. Les nutritionnistes, les préparateurs, les mécanos, etc., etc. Donc, c'est un sport d'équipe. On n'y arrive pas seul, on y arrive en équipe. Et je pense que dans le monde pro, c'est pareil. C'est ma conviction. C'est qu'on n'y arrive pas seul. C'est pas possible. Et si on y arrive, le jour qu'on atteint l'objectif, qu'on a médaille d'or, les JO arrivent à Paris, j'espère qu'on en aura plein, mais aujourd'hui, le sportif parle de son équipe. Parce que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est un vrai sport d'équipe. Donc ça, je pense que c'est important. Ça apprend l'humilité. Il y a le sport, je vais revenir sur le sport être bien, mais on se fixe un objectif. Je pense que dès qu'on est un peu sportif, on a un peu cette fibre, on se fixe des objectifs, mais on ne les atteint pas toujours, ou pas comme on l'a souhaité, et donc ça apprend l'humilité. Et puis quand on est alors en fonction des sports, mais pour le sport que moi je pratique, quand tu es sur la ligne de départ, à côté de toi, tu ne sais pas qui tu as. Tu peux avoir des gens qui ne sont pas du tout de ton milieu social, pas du tout les mêmes origines, etc. Et ils vont finir loin devant toi. Donc voilà, donc ça apprend l'humilité par rapport à un objectif, par rapport au monde autour. Et pour moi, ça c'est hyper important. Il faut savoir ce qu'on est et surtout ce qu'on n'est pas. Et pas faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Ça c'est mon avis, encore une fois. Et puis il y a le sport bien-être. Je pense que au quotidien, si on veut être bien, quand on va bosser, quand on va bosser le matin, pour moi, il faut être bien. Je prends dans l'inverse. Et pour être bien, oui, il y a la tête, mais il y a aussi le corps. Et ça, c'est une petite parenthèse, mais je pense qu'on ne met pas assez l'activité physique en avant, les bienfaits de l'activité physique, dans être bien dans son corps, parce que quand on est bien dans son corps, qu'on a mal nulle part, qu'on n'a pas un simple problème de souffle quand on monte un escalier, qu'on arrive à un rendez-vous, on est vachement bien, quoi. Et puis ça apprend de la gestion du stress aussi. Voilà, donc il y a plein de vertus. Et je trouve que oui, il y a un vrai parallèle dans le psychologique. Je parle d'humilité, je parle de toutes ces valeurs-là, mais aussi dans le côté physique. C'est mon avis. On a le droit de pas être d'accord avec moi, bien évidemment. Moi, j'ai vu tous ces parallèles. Et faisant un sport donc longue distance, avec tu le disais tout à l'heure en introduction, avec des épreuves longue distance où tu passes beaucoup de temps. Sur un UTMB, moi, j'ai passé 44 heures. J'ai pas chance de le faire en 20 heures. Tu te remets en question, tu réfléchis. Mais c'est pas 44 heures où tout va bien. Il y a des moments où tu es au fond. Et comme tu as envie, ça t'apprend à souffrir. Mais souffrir pas que le corps, c'est aussi physique. C'est de savoir et puis se connaître. Enfin, voilà, il y a toute cette dimension. Et je pense que professionnellement, quand tu te connais parfaitement, c'est quand même vachement mieux. Parce que des fois, tu es chahuté et tu sais où sont tes limites. Et en sport, c'est un peu pareil. Quand tu sais où sont tes limites et quand tu es dans le trou, quand tu arrives, que tu as 1000 mètres de dénivelé à faire, que ce soit en vélo ou même en course à pied, et tu sais que tu es bien, mais tu sais que derrière, tu ne seras pas... Enfin, voilà, il y a toute cette connexion à soi-même. Et je pense que c'est hyper important. Voilà. Donc, en plus, c'est plus une passion. Et puis, tu rencontres plein de gens, des gens différents. Tu vis des moments fabuleux quand tu es au milieu du désert et que tu es juste avec Patrick, que tu citais tout à l'heure, parce qu'on a fait le marathon des sables ensemble. Quand je montais le Mont Blanc, j'arrive en haut du Mont Blanc, qui était juste, il faisait un temps magnifique. C'est pas simple, mais je n'étais pas du tout entraîné pour ça en plus. Et je prends mon téléphone pour prendre une photo, et à ce moment-là, je vois que j'ai du réseau. Et donc, j'ai pu me connecter à ma famille, à mon fils qui avait eu un grave problème de santé quelques semaines avant. C'est fabuleux. Et se vivre ce moment-là,
c'est fabuleux. Et ça m'a nourri pour après, quand j'ai repris le boulot 3 jours après, parce que j'étais, voilà, ça fait du bien. Voilà. Bon, alors UTMB, Ultra Trail Mont Blanc. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ne savaient pas. Et là, tu prêches une convaincue parce que pour moi, le corps, vraiment, un de mes objectifs, c'est de le ramener dans l'entreprise parce que je trouve qu'on l'a complètement décorrélé. Et donc, le corps, c'est juste quelque chose qui emmène notre cerveau d'une salle de réunion à une autre salle de réunion, alors que finalement, c'est notre principal outil de travail. Enfin, casse-toi le bras ou la jambe, ou pire, la vie est quand même beaucoup plus compliquée. Ou si tu as mal quelque part, une souffrance un peu lancinante, parce que tu as mal au dos, parce que c'est quand même ton quotidien professionnel est quand même beaucoup plus difficile à vivre. Et moi, j'anime des ateliers chez Xelia mensuellement, des ateliers corporels, notamment autour de renforcement musculaire, prévention des troubles musculo-squelettiques dont on est en plus de plus en plus sédentaire. Donc le dos, puis nous, les poignets, voilà, et la gestion du stress. Et pour moi, c'est majeur de ramener le corps dans l'entreprise parce que quand ton corps va bien, c'est quand même aussi, ta vie est quand même facilitée. Et en général, dans ta tête, ça aide aussi. Donc vraiment, tu prêches une convaincue. Je vote pour toi. Merci. Si tu te retournes, on arrive bientôt à la fin, si tu te retournes sur ta carrière, finalement, quel conseil t'aurais aimé recevoir plus tôt ? Des petits tips, je sais pas si c'est un conseil, mais des petits tips. Crois en toi. Parce que quand tu commences, tu as fait l'école hôtelière, tu commences cuisinier. Déjà à l'époque, c'était un métier qui était dévalorisé. Hein. Je me souviens, mes parents avaient été convoqués à la fin de la 3e parce que j'avais dit que je voulais pas aller au bac, par la voie classique. Et donc, crois en toi. C'est pas parce que tu fais un métier qui est, entre guillemets, métier manuel, que la vie sera pas belle. Et ça, moi, je le dis régulièrement. J'ai élevé mes enfants comme ça, en disant, mais tu fais ce qui te plaît, fais-le à fond. Donne-toi les moyens, mais fais-le à fond et crois en toi. Voilà. Et si tu crois pas en toi, il y a un moment où on travaille, on parle de coach, alors, etc. Il y a plein de moyens pour croire en toi. Et c'est vrai que rapidement, j'ai eu la chance de rentrer dans un groupe, donc le Louvre Hôtel, où on a commencé à travailler donc avec mon épouse, comme tu dis, et on nous a confié un hôtel assez rapidement, et j'ai été directeur d'hôtel. Mon ego, il allait bien. Alors, quand tu as 23, 24 ans, tu te dis, je suis directeur d'hôtel. Mais rapidement, c'est pas ça qui était important. C'est que l'entreprise a cru en nous. Et j'ai eu la chance, en 10 ans, de faire 4 structures différentes, d'ouvrir un hôtel de 300 chambres. Et tu arrives à 30 ans, tu dis ça, tu te retournes, et tu te dis, mais voilà, la vie, on peut y arriver, quoi, en fait. Et puis, aujourd'hui, je suis là. Moi, je suis bien dans mon boulot. Je suis bien dans ma vie. Mais peut-être qu'il faut plus, et je pense que c'est pour moi, mais surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas parce que t'as pas fait une école de commerce, t'as pas fait un bac+5 que tu vas pas y arriver. Et je pense que parfois, on a trop tendance, et c'est un petit clin d'œil au monde de l'éducation, de dire ça. Oui, on le sait, c'est comme ça. Mais tu peux... moi, je sais pas, j'ai énormément de respect pour les plombiers. Et quand je vois, quand ils viennent faire des travaux dans la maison, pourquoi ils peuvent bien vivre, et ils ont raison. J'ai énormément de respect pour un boulanger, j'ai énormément de respect pour un menuisier. Et si tu es menuisier et que tu t'éclates et que ta famille, t'es heureux, et c'est ça la vie. C'est pas simplement avoir ton diplôme. Après, si c'est un diplôme, super. Et si c'est ce qui va te rendre heureux, fais-le. Donc, crois en toi. C'est la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise. Et alors maintenant, moi j'ai la chance, je me le dis, mais le plus important, ça reste la vie. Donc le travail, c'est une des pièces qui font que ta vie sera bien. Il y a la famille, il y a la chance d'avoir des enfants. Donc je suis père, je suis époux, je suis sportif. Enfin voilà, c'est un mélange et un équilibre pas simple à trouver. Mais la vie est belle. Et donc, oublie jamais ça. Ça évite de se torturer des fois. Et c'est quoi l'important ? Je me dis souvent, qu'est-ce qui est l'important ? Et voilà, c'est ça. L'important, c'est la vie. Mais l'important, c'est la vie. Quand tu as une difficulté, tu parlais d'objectif. C'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup à l'objectif. Mais c'est quoi l'objectif à atteindre ? C'est quoi le but ? Qu'est-ce qui est important dans ça ? Voilà, c'est ça. Donc, croire en soi. Et même si on fait des métiers manuels, et à la limite, surtout si on fait des métiers manuels, il n'y a pas que de la place pour les bureaucrates et les bac+5, entre guillemets, c'est un petit clin d'œil au bac+5, mais c'est pas, voilà, c'est juste une image. Et puis, voilà, la vie est belle, quoi.
Là, on arrive vraiment à la fin. Et donc, qui aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Résonance ? Coach, je te propose d'inviter Sébastien Delmas. Alors Sébastien, on s'est connus il y a quelques années. Moi, j'ai eu la chance, tu l'as dit tout à l'heure, de travailler dans le groupe Sodexo. C'est un formidable groupe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vraies valeurs humaines. L'être humain, le collaborateur est au centre de beaucoup de choses. J'ai énormément progressé. J'ai appris beaucoup parce que il y a l'importance de l'être humain. Donc Sébastien travaille chez Sodexo. Première raison. Deuxième raison, c'est quelqu'un qui a été à la fois opérationnel et fonctionnel. Donc, il va pouvoir te présenter aussi son parcours. Et je pense qu'il est riche parce que quand tu passes plus de 30 ans je ne sais pas si ça fait 30 ans, mais bref, on va dire plus de 30 ans dans le même groupe, qui est leader mondial, qui est toujours à la tête, est toujours la famille du créateur. Donc, il y a aussi ces valeurs-là. Et puis Sébastien, il est DRH. Et donc là, ça va te permettre aussi d'échanger un petit peu sur le côté peut-être technique de l'expérience collaborateur, parce qu'il va pouvoir prendre aussi sa casquette de DRH. Donc je pense que ça peut être très riche et ça va vraiment nous apporter pas mal de choses et apporter pas mal de choses à tes auditeurs. Et puis c'est un mec qui est super sympa. Donc voilà. Bon. Parfait. Merci pour ça. En tout cas, Christophe, merci. Merci pour ce moment passé avec toi. J'ai encore appris plein de choses. Donc merci d'être venu. Merci de ton invitation. À bientôt. Et bonne journée à toi. À bientôt.